Eh bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième collégiale de l'année, dont la thématique est comment gérer le gratuit en entreprise. L'entreprise, c'est un monde du marchand. Donc, parler de gratuit pose des interrogations, avec des interrogations pour les organismes de formation, parce que si tout est gratuit, ben, comment est-ce qu'on fait de l'argent? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire de la formation? Nous aurons le plaisir d'aborder ces sujets, mais aussi pour le responsable de formation, comment gérer le gratuit, sachant que les budgets sont calculés à partir des montants marchands. Donc, comment est-ce qu'on assure la traçabilité? Énormément de questions. Qui intéresse particulièrement les entreprises, puisque le gratuit, c'est quand même un des changements majeurs du début de ce siècle en formation. Alors, pour répondre à cette question, on a la chance d'avoir Éric Delcroix. Éric Delcroix, c'est deux bonnes raisons de l'inviter. La première, c'est que c'est un expert émérite, reconnu, un influenceur du web, un influenceur des questions de e-learning. Vous avez pu voir qu'il a été noté comme meilleur influenceur sur certains réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui apporte sa contribution. Donc, c'est à ce titre-là. Et puis, le deuxième élément, c'est aussi une des personnes qui a accepté de porter le projet de la FEN dès le démarrage, en apportant son expertise. Donc, un grand merci à Éric. En démarrant avec une question assez simple et assez large, finalement, comment est-ce que tu perçois le gratuit pour l'entreprise? Alors, c'est une bonne question, comment je perçois pour l'entreprise, parce que en France, pour l'instant, le gratuit est pratiquement pas utilisé, mais on va voir au fil de la présentation. Je vais parler d'un phénomène qui a existé aux États-Unis notamment. C'était le rédacteur en chef de Wire qui a écrit un bouquin sur le modèle du gratuit. C'est un modèle économique en réalité qui est derrière, qui est plus ou moins envisageable. Et c'est ce qu'on va découvrir un petit peu aujourd'hui en même temps, et on essaiera de l'adapter par rapport à la formation. Alors, je vais pas revenir sur qui je suis parce que tu viens de me présenter très bien, donc je ne vois pas pourquoi je te referai à nouveau. Mais je voudrais juste faire un petit détour justement pour reparler des réseaux sociaux parce qu'en fait, tout a émergé avec l'apparition de ces réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est trois verbes. C'est participer, collaborer, interagir. C'est ce qu'on trouve typiquement également dans la formation et dans l'usage des outils de médias sociaux ou des outils qu'on peut trouver sur Internet pour se former ou s'auto-former. Parce que participer, il faudra bien participer à un moment. Et si je prends par exemple l'exemple des MOOC, c'est flagrant qu'on correspond à ça. Je participe au MOOC, je collabore les uns les autres avec des missions d'information, de poser des questions, et j'interagis également avec le public qui est tout autour de ça. Donc on retrouve bien cette notion de réseau social derrière cette notion de gratuité dont on parle, mais on verra qu'elle va beaucoup plus loin encore que ça. La gratuité, ça fait très longtemps que ça existe. Si je prends par exemple Bic a utilisé le système de la gratuité. Il a donné des rasoirs, il fallait acheter des lames pour le rasoir simplement. Et donc, le rasoir en tant que tel, on ne l'achetait pas, il était gratuit. Il y a un phénomène qu'on connaît très très bien sur Internet, c'est Linux. Le créateur de Linux l'a bien mis à disposition gratuitement. Et je n'ai pas l'impression que cette personne soit très pauvre, parce qu'en fait, il a compensé autrement. Autre exemple qu'on peut prendre, c'est Wikipédia. Alors, on entend régulièrement parler de Wikipédia, qu'est-ce que ça figure ou pas, etc. Maintenant, si on compte le nombre d'années qu'ils existent et qui sont entièrement gratuits, c'est encore une autre solution de la gratuité qu'on aperçoit qui se met en place. Comme on m'a posé des questions en cours de route sur des outils par rapport à l'anglais, etc. Bon, par exemple, on a Duolingo ou Tandem, qui sont deux systèmes qui sont complètement gratuits pour l'instant, sur lesquels on peut faire de l'apprentissage. On parlait des MOOC, alors moi je prends un exemple parce que je suis en train de le suivre pour différentes raisons, c'est le MOOC de la cuisine de l'AFPA. Et le MOOC de la cuisine de l'AFPA est complètement gratuit. Il n'y a rien de payant. Et on le retrouve aujourd'hui. Autre exemple
de la gratuité, ben, c'est moi qui suis en train de faire ma petite conférence tout de suite, qui est complètement gratuite. Et pourtant, vous allez apprendre certainement des choses au niveau de la formation, vous allez apprendre des choses par rapport à la génération Z ou la gratuité, etc. Donc, vous formez bien grâce à ma gratuité que je suis en train de vous donner. Et alors, je ne le fais pas entièrement gratuitement, en fait, c'est ça qui est très curieux, c'est-à-dire qu'il y a une espérance d'avoir quelque chose derrière, et on verra que ça fait longtemps qu'on m'en parle, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on a plein d'exemples de gratuité qui existent depuis très longtemps à ce niveau-là. Alors, je parlais tout à l'heure justement de Chris Anderson au niveau de Wire. C'était le rédacteur en chef de Wire. Il a écrit un bouquin qui s'appelait simplement Free au début. C'était en 2009. Et en réalité, c'est un business model complet. Et lui part du principe que pour que ça fonctionne, il faut partir complètement à partir d'Internet. C'est-à-dire que le positionnement, c'est plus utiliser Internet comme un des canaux pour nous travailler, mais c'est mettre Internet au cœur de nos stratégies et de notre fonctionnement. Et d'ailleurs, on en arrive à un phénomène qui était dit à l'époque, on entend beaucoup moins parler maintenant. On disait à l'époque, donc dans les années avant 2010, on ne pourra plus vendre sur Internet si on n'offre pas quelque chose de gratuit au préalable. Et c'est ce qu'on remarque au fur et à mesure, encore maintenant, c'est-à-dire que c'est très rare que vous allez acheter quelque chose directement sur Internet si vous n'avez pas eu quelque chose de gratuit au préalable d'offert. Alors, se rentabiliser, faire de l'argent, parce que tu parlais tout à l'heure en disant oui, mais ça fonctionne beaucoup avec l'argent, c'est-à-dire qu'on est gratuit, mais la notion d'argent, où est-ce qu'elle est? En réalité, c'est gratuit sans être gratuit. C'est-à-dire que c'est des modèles de financement qui vont fonctionner sur un modèle gratuit. Donc, une partie sera gratuite et une autre sera payante ou sera compensée par d'autres choses. Alors, on a 6 modes de financement, grosso modo, de la gratuité. Le premier, c'est très connu au niveau des logiciels, des services, etc. C'est le modèle freemium et premium. C'est-à-dire que ceux qui accèdent aux services premium payent pour ceux qui sont en free. C'est un des systèmes qui existe. Il y a le modèle publicitaire qui fonctionne également, c'est-à-dire que vous avez de la pub, vous avez Google, Facebook, etc. C'est leur principe, tout est gratuit, soi-disant. Et moi, je me rappelle même avoir eu des discussions avec des journalistes concernant Twitter, notamment pendant les Jeux Olympiques. Et même les journalistes eux-mêmes étaient confrontés à un problème en se disant mais attendez, Twitter c'est gratuit, on peut publier n'importe quoi comme on veut, etc. Sans s'apercevoir que c'était une société qui avait besoin de se faire de l'argent à côté. Donc, effectivement, elle mettait en place des stratégies publicitaires, commerciales avec des entreprises, et donc on avait le contre-coup qu'on pouvait s'en ressentir autrement. Donc, même à ce niveau-là, on se trouve confronté à ce problème de publicité. On a également le système des subventions croisées. Le système des subventions croisées, en fait, vous faites acheter quelque chose, vous offrez quelque chose d'autre à condition que la personne achète autre chose. Par exemple, c'est ce qui se passe en téléphonie. En téléphonie, vous achetez bien votre forfait d'abonnement et on vous dit, je vous offre le téléphone. Donc, on a bien une notion de gratuité puisqu'on peut faire un appel sur la gratuité du téléphone. Ensuite, on a le coût marginal nul. Alors ça, c'est justement typiquement d'Internet, c'est ce qu'on trouve dans le monde de la musique. Dans le monde de la musique, en fait, la théorie voudrait que les disques désormais soient gratuits et ce qui serait payant serait les concerts. C'est ce qu'on retrouve avec le système d'Internet en réalité. C'est-à-dire que je peux télécharger, utiliser ma musique, mais par contre, aller voir la personne en spectacle, bah, c'est un concert, c'est payant. Ça peut être l'échange de travail, ça peut être l'économie du don. Ça, par exemple, Wikipédia, on en parlait tout à l'heure, c'est les gens font bien des dons de leur temps de travail pour Wikipédia. Et l'échange de travail, bah, ça s'entend tout seul. C'est-à-dire que vous produisez quelque chose et quelqu'un d'autre produit quelque chose. On a des selles qui existent au niveau des quartiers, par exemple, où les gens peuvent intervenir, travailler pour quelqu'un d'autre, faire, je ne sais pas, une réparation électrique. Et la personne chez qui on a fait la réparation électrique est prof d'allemand, donc peut donner un cours d'allemand. Voilà, c'est des systèmes comme ça qui peuvent se mettre en place aussi, mais c'est un système de gratuité également. Donc, je le disais tout à l'heure que ça ne datait pas d'aujourd'hui, je prenais l'exemple de Bit, et me concernant directement, même, ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque autour des années 2005, même un peu avant, moi, j'avais des journalistes qui venaient, à l'époque, c'était les blogs, tout le monde parlait des blogs de tous les côtés, et les journalistes me disaient, mais à quoi ça sert que tu publies toutes ces informations dans les blogs? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et moi, je leur disais, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je vois ce que ça me rapporte.
Et on est typiquement dans la notion du gratuit, c'est-à-dire que depuis très longtemps, je fais du gratuit de tous les côtés. Et il y a l'apport que ça m'a amené au fur et à mesure, c'est-à-dire que effectivement, j'ai trouvé des clients, j'ai trouvé des informations comme ça. Et ce qu'il faut savoir, toujours dans le monde de la formation, à l'époque, j'étais maître de conf à l'université, enfin maître de conf associé. Et dans ce cadre-là, mon premier blog a été créé pour mes étudiants. C'est-à-dire que mes étudiants ont dit, en fin d'année, la première année que je les ai eus, comment on fait l'année prochaine? On n'est plus là, c'était Master 2. À l'époque, c'était l'ESS. Ils m'ont dit, voilà, l'année prochaine, on n'est plus là. Comment on fait pour savoir, pour être tenu au courant de toutes les informations que tu donnes? Et c'est comme ça qu'est né mon premier blog. Les aides, c'est comme ça que ça a été créé. Bon, il a évolué depuis le temps, maintenant je m'en occupe beaucoup moins. Mais donc on a bien cette notion de dire je viens partager mes informations. Je reviens à mes 3 verbes de tout à l'heure, hein, partager, collaborer, interagir. Et je reviens à cette notion-là. J'ai eu le même phénomène également, par exemple, quand j'ai commencé à publier mes bookmarks, mes signets de navigation d'Internet. En ayant très peur, en disant oh, attention, tout le monde va savoir ce que j'ai trouvé moi comme information. En fait, c'était simplement diffuser ma veille en quelque sorte. Et donc j'ai commencé petit à petit et très rapidement j'ai eu des retours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu que je m'intéressais à un domaine. Je me rappelle notamment d'un message que j'avais reçu qui concernait Google et la reconnaissance faciale. Quelqu'un m'avait renvoyé un message à ce sujet-là parce qu'il savait que je m'intéressais à ce sujet-là au travers de ce que j'avais publié le reste du temps. Donc, on trouve bien des informations comme ça qui sont complémentaires, qui s'agrègent les unes aux autres. Par contre, il faut faire attention de ne pas confondre libre et gratuit. C'est 2 domaines qui n'ont rien à voir. Généralement, beaucoup de gens les confondent, malheureusement. Donc, on a ce phénomène-là qui peut intervenir. Le domaine de la gratuité, notamment au niveau de la formation, se recoupe avec une autre notion qui est celle de l'autodidacte. En réalité, pour apprendre tout seul sur Internet, on est autodidacte par nature, puisqu'il n'y a pas d'environnement qui est prévu au point de départ. Alors, l'autodidacte, c'est quoi? C'est un spécialiste non généraliste. C'est-à-dire que, à la différence des autres, il ne va pas suivre une formation comme tout le monde, c'est lui qui va venir piocher, prendre ses informations. Et donc, à partir de ce moment-là, il va choisir le support et l'information qui lui convient. Et ça, on verra un peu plus tard que c'est important parfois, parce que nous, on essaye de focaliser en disant comment les gens vont apprendre et on va se faire des structures. C'est ce qu'on a par exemple avec les MOOC, en disant bah voilà, on va rassembler les gens dans un MOOC. Mais c'est pas dit que les gens vont suivre tout le MOOC. De toute manière, c'est ce qui se passe généralement, ça se désagrège au fur et à mesure. Mais en plus de ça, est-ce que toutes les informations vont l'intéresser ou pas? Ça va être un problème. C'est-à-dire qu'il va sélectionner, il va venir piocher dans ces modules d'information. La deuxième étape qu'il va se faire, donc il trouve son support et l'information qui lui convient, il va tester. Ça, c'est la première chose que les personnes font, ils testent. Et c'est ce qu'on trouve dans les MOOC, hein, les premières leçons, tout le monde participe, il y a plein de gens. Puis après, au fur et à mesure, ça diminue parce que ça ne convient pas ou il y a des trucs qui ne marchent pas. Et en réalité, ce qu'on fait quand on est autodidacte, alors, j'en parle d'autant plus facilement que je suis un pur autodidacte depuis très longtemps dans plein de domaines. En fait, c'est qu'on étudie les bases et après, on sélectionne ce qui nous intéresse réellement. Et c'est pour ça qu'on n'est pas généraliste, parce qu'on ne peut pas aller de tous les côtés, mais on se spécialise systématiquement. Et c'est très marrant parce que quelque part, on retrouve un phénomène qui se trouve actuellement dans l'éducation nationale, qui est celle des compétences. C'est-à-dire que l'autodidacte va être très compétent dans certains domaines. Et il y a donc des domaines de compétences, et c'est pas, il va pas être, je l'ai dit que je prenais l'exemple du MOOC de l'AFPA pour la cuisine, parce qu'il est tout nouveau, on en parle beaucoup en ce moment. C'est le CAP de cuisinier qui est concerné. Il y a plein de gens qui font de la cuisine comme ça au jour le jour, qui sont dessus, ça se voit très bien dans les commentaires. Il y a même des gens qui débutent en cuisine, qui veulent simplement apprendre à faire de la cuisine, qui suivent ce cours-là. Mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Comment ça se passe et comment on y vient? Alors, peut-être que, Eric, tu pourrais revenir sur la différence
entre libre et gratuit? Parce qu'il y a une question qui, justement, aimerait avoir un peu plus d'informations. C'est pas que sémantique, c'est vrai. Alors, quelle différence? Alors, je réponds à la question de Nathalie. Peut-on créer son blog totalement gratuitement? Oui, on peut créer un blog totalement gratuitement. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, quand je parle du libre… Pour quelqu'un qui débute sur les blogs, tu leur conseillerais d'aller sur quoi? WordPress. WordPress, hein, c'est ça. WordPress, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, il y a celui de Google, dont je n'avais plus le nom. Parce que Google fait également des blogs. Mais bon, WordPress, c'est bien. Alors, il faut faire attention, quand je parle de libre, ce sont des applications. Par exemple, quand je parle de WordPress, c'est une application qui est libre. C'est-à-dire que le code a été mis à disposition de tout le monde peut travailler dedans. Mais quand je prends des applications comme OpenOffice, c'est du libre. Les sources sont libres, n'importe qui peut venir travailler dessus. Donc, on a cette notion de logiciel libre, mais parfois, ce logiciel libre est payant. La seule chose qui reste libre, en réalité, ce sont les sources, ce qui a permis de créer l'application proprement dit. Donc, on a bien cette notion-là. Alors, avec quel logiciel? Vous posez comme question Nathalie, je ne vois pas à quoi ça fait référence, par contre. Donc, la notion du logiciel libre, on en parlait beaucoup au début des années 2000. C'était surtout pour concurrencer Microsoft à l'époque. On trouvait beaucoup de gens qui réagissaient en disant oui, il faut utiliser du libre pour utiliser Microsoft. Mais d'ailleurs, le libre, dans ce cas-là, est associé à la gratuité, mais qui dit que OpenOffice, un jour, ne deviendra pas payant. Rien ne l'empêche. Donc, on a bien cette notion de dire je trouve du libre qui peut être payant ou non. On parlait de blog. Par exemple, il y a Moodle qui permet de créer pas Moodle. Le nom m'échappe. Il y a un autre système de blog comme ça qui est gratuit, de création de blog. Mais en fait, ça s'est scindé à une période en deux filières. Il y avait une filière qui était payante et une filière qui est gratuite. Je connais un autre système de gratuit comme ça, de libre, qui permet de faire des CRM, de suivre des clients, etc., où la structure est gratuite. Si vous êtes un peu doué en informatique, vous arriverez à l'installer sur vos serveurs et l'utiliser. Par contre, si vous voulez que ça soit installé, si vous voulez que ça soit paramétré d'une manière particulière, etc., il faut payer. Et si vous avez une aide, il faut payer. Voilà, c'est le système qu'on a. Il y a des plugins pour WordPress qui sont gratuits ou payants. Moi, je suis abonné à un. Le fait d'être payant, j'ai le droit aux mises à jour, j'ai le droit à un service technique. Le gratuit, il n'y a pas droit. Voilà, la différence, elle est là. Et donc, c'est pas sa notion du coût ou pas qui fait que c'est libre. Parce qu'on assimile souvent le libre à la gratuité. Je reviens à mes autodidactes quand même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont spécialistes, ils sélectionnent, etc. Et pour ça, avant tout, il faut être passionné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être autodidacte, donc se former, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait. On parlera tout à l'heure des apprentissages d'anglais avec la génération Z, etc. Pourquoi j'ai une des filles qui le fait? Parce qu'elle est passionnée pour apprendre les langues. Elle ne serait pas passionnée pour apprendre les langues, elle ne le ferait jamais. Donc, c'est ce qui m'a expliqué aussi que les autodidactes, ce qui va les intéresser, c'est ce qui est très utile pour eux, ce qui est considéré comme intéressant, ce qui leur plaît. Donc, on a toutes ces notions-là qui sont retrouvées dans la gratuité. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est gratuit qu'on y va. C'est pas ça le but du jeu. On peut trouver quelque chose de payant en se disant ce serait bien de le trouver en gratuit. Mais c'est l'environnement dans lequel on évolue qui est plaisant et qui fait qu'on a envie d'apprendre par ce biais-là ou de se compléter, être une des formes. Alors, j'ai dit tout à l'heure, moi, j'étais un pur autodidacte depuis longtemps, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que justement, la génération Z, elle est aussi autodidacte. Alors, c'est très marrant parce que j'ai voulu apprendre, moi, en étant jeune, à jouer de la guitare. J'ai une de mes filles qui a voulu apprendre à jouer de la guitare. Et évidemment, on apprend à jouer de la guitare très, très souvent en autodidacte, tout seul dans son coin. Moi, qu'est-ce que j'avais à l'époque? C'était une ou deux méthodes papier qui existaient. Il n'y avait rien d'autre. Et moi, j'ai vu
ma fille, qui a découvert plein de choses sur Internet. Elle trouve plein de partitions, plein de tablatures, plein d'astuces pour apprendre, etc. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à terme, elle a même réussi à se trouver un bouquin qui est super génial, je trouve, pour apprendre à jouer de la guitare avec des exercices, avec des CD pour le son, mais on peut en trouver aussi sur Internet, etc. Donc, on a tout un ensemble de choses qui n'existaient pas avant. Donc, il y a une profusion d'éléments, et quand elle trouve, par exemple, un morceau, elle l'écoute, et quand ça a été joué par plusieurs personnes, elle écoute différentes variantes, alors que moi, quand j'avais un morceau à jouer, je ne savais même pas à quoi il ressemblait, parce que je ne te connaissais pas à l'oreille. Donc voilà, ça démarre déjà là. Donc effectivement, on a une différence entre ce qui se passait en 88, par exemple, et en 2012. C'est des évolutions normales. Et on ne se pose même pas de questions, quoi. C'est naturel, c'est comme ça. Et la génération Z a une autre particularité par rapport à cet autodidactisme, c'est qu'ils sont également producteurs de formation. Ça s'est très très bien vu, par exemple, avec les bracelets élastiques Rainbow l'homme. C'est des petits bracelets des petits élastiques avec lesquels on faisait des bracelets, etc. Et si vous allez voir sur YouTube, il y a énormément de petites vidéos qui sont faites par des gamins. C'est les gamins qui expliquent aux gamins. Alors, on a des gens de 6, 8, 10 ans qui expliquent comment faire le petit bracelet en arc-en-ciel ou je ne sais pas trop quoi. Et alors, c'est très marrant parce que les adultes l'ont repris après. Et je voyais les adultes l'ont repris, eux, dans des blogs en expliquant avec du texte, etc. Et les gamins balancent directement une vidéo très simplement, quoi. Pour eux, c'est naturel. Et je pense que les vidéos ont plus d'effet que les blogs, en l'occurrence, pour ça. Et comment est-ce qu'avec l'entreprise, on peut arriver à redéployer cette idée qui est très peer-to-peer, où chacun se prend en charge individuellement, sans structure, quand l'entreprise doit réenchanter quelque part? Comment est-ce qu'elle s'y prend pour faire en sorte que les gens collaborent? C'est pas forcément évident. Moi, je crois que c'est surtout et avant tout des sujets de discussion, c'est-à-dire que il faut se trouver des lieux de débat par rapport à ça, en disant les gens viennent échanger sur comment ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont fait. Je prends un cercle plus petit, évidemment, je prends mes filles, je les vois, elles sont continuellement en train de discuter en disant « Ah bah tiens, j'ai trouvé tel site qui permet de réviser telle matière. Ah bah tiens, j'ai trouvé tel site qui permet de faire tel truc. » Et c'est un dialogue constant. Et c'est ça qui manque, je pense, pour créer une émulation, pour créer une discussion, pour créer une émulation les uns les autres en se disant bah tiens, des trucs tout bêtes, hein, par exemple dans Tandem, je les entends parfois, elles se confrontent en disant ah, tu as discuté avec combien de personnes aujourd'hui? Voilà, et ben c'est ça, en entreprise, c'est la même chose. Et en plus de ça, ça va être très marrant parce qu'ils vont trouver des personnes qui sont identiques, par exemple. Ils vont se dire, ah bah oui, je l'ai vu aussi, j'ai discuté aussi avec elle. Et l'autre personne, c'est pas que c'est deux sœurs, mais c'est pas grave. Donc en entreprise, c'est le même système, c'est-à-dire qu'on peut aller sur des systèmes comme ça. Je parlais tout à l'heure de tester aussi, de dire comme ça, je viens tester pour voir si ça me convient. Les uns les autres, on va tester en disant, bah, je t'ai trouvé tel truc qui est bien pour toi. C'est aussi sous cette forme-là. Je ne crois pas, c'est ce que j'ai abordé justement, je ne crois pas qu'il faille focaliser sur les moyens. Dans les questions qu'on nous a posées en préalable, on nous a dit oui, qu'est-ce qu'il faut comme outil pour apprendre l'anglais? C'est quoi les logiciels? Alors moi, ça m'avait déjà fait sourire parce qu'en fait, c'est pas une question de logiciel. Parce que les logiciels, un logiciel, c'est quelque chose que je vais mettre sur un ordinateur. Donc, on peut en faire du graphique dedans, mais c'est plus difficile déjà sur un ordinateur, etc. Le graphique qu'on est en train de parler, c'est plus sur Internet de manière générale que je viens de découvrir. Et je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur un type d'outil. Le type d'outil, quand je voyais le logiciel, je me disais oui, mais c'est aussi un moyen de surveillance. C'est aussi un moyen de surveillance de voir si les gens ont bien fait les trucs et voir les résultats qu'ils ont fait. Il faut avoir confiance aussi dans l'autre, quelque part, ça va être le sujet un peu. Est-ce que quand tu dis il faut faire attention à ouvrir à plusieurs outils, est-ce que c'est pas aussi une façon d'apprendre quand on a des anciens, et j'en fais partie, j'aime bien maîtriser mon premier outil pour avoir un deuxième outil derrière.
Et si on me dit bah, tout est disponible, je suis un peu, je sais pas trop par quel bout prendre. Donc avoir des passeurs qui prennent bien le temps d'expliquer étape par étape, surtout les gens qui sont pas alertes aux multitâches. Ouais, Non. le problème qu'on a, c'est, je crois que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir par rapport à ça, un état d'esprit de découverte. C'est-à-dire que j'ai envie de m'intéresser à tel truc, donc bah, j'essaye de découvrir partout où je peux me balader. Cette découverte, je donnerai les noms des logiciels après. Hein. Je vois qu'il y a anglairsfacile.com qui a été publié là, dans le chat. Mais c'est rester ouvert à toute suggestion. Je prends un exemple. Dans Pinterest, il y a plein de cours d'anglais qui peuvent très très bien fonctionner pour défoncer. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont faites. À vous de trouver. Alors, il faut s'intéresser à Pinterest, c'est le premier point. Il faut aller découvrir dans Pinterest le cours d'anglais, voir ce qui est proposé. Peut-être avec des profs de FLE, de français langue étrangère, on arriverait peut-être à retrouver des choses également. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous créer votre propre cours sous une autre forme que celle qu'on a d'habitude. Ce sera des vidéos, des images principalement, mais on n'aura pas de texte linéaire comme on aurait dans d'autres exercices. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il fallait voir. Si vous, par exemple, moi je reste très, dans ma manière d'apprendre, je reste très proche parfois de bouquins proprement dit. Et ben dans ces cas-là, je vais sur Script ou sur Issue, je vais pouvoir aller voir s'il n'y a pas des bouquins d'apprentissage de langue étrangère qui me conviendraient. Alors, ce sera peut-être un passage, ce sera peut-être sur un point précis. C'est pas grave, ça peut être un SlideShare. Dans SlideShare, il y a peut-être une présentation faite par un prof qui me conviendrait très bien. Donc, on s'aperçoit que c'est pas simplement des applis, c'est tout un environnement. C'est le Personnel Learning Center qu'on sait. On sait son propre centre de formation, en quelque sorte. C'est ce qu'il faut arriver à faire par rapport à ça. Moi, ce que je pense par rapport à tout ça, c'est que au lieu de focaliser sur les outils proprement dit, le rôle des responsables de formation, c'est de focaliser sur le résultat. C'est-à-dire que l'outil en tant que tel, à mon sens, n'a pas beaucoup d'importance. Je m'en fiche, moi, d'apprendre sur j'apprends autant sur, je vais le dire autrement, j'apprends autant sur Pinterest que sur SlideShare, que sur Scribe, que sur une application particulière, en lisant mes flux RSS. C'est tout un ensemble de choses qui fait ça. Par contre, le résultat, bah, voilà, j'ai une connaissance de certains domaines grâce à tout cet environnement. Et avec des trucs particuliers parfois. Donc, on a une des filles ici à la maison qui est dyslexique, qui était très très nulle en français, qui voulait absolument pas écrire en français et qui a découvert Twitter. Et c'était très marrant parce qu'on l'a laissé faire justement. C'est toujours le même principe, c'est laisser faire les gens pour voir ce qui se passe. Et Ise, en l'occurrence, dans Twitter, elle a commencé à faire des tout petits messages avec des bourrées de fautes. Et désormais, elle fait des messages de 140 caractères. Et c'est rare, enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de faute, mais c'est fréquent maintenant qu'il y ait des messages complets sans aucune faute à l'intérieur. Et ça ne la dérange pas trop d'aller écrire. Alors, quand c'est un message particulier, elle nous demande de corriger, d'aller vérifier s'il n'y a pas une faute. Mais sinon, elle publie elle-même naturellement. C'est-à-dire que si elle n'est pas énervée, si elle n'est pas stressée, le message sera bon. Et donc, on s'aperçoit que même pour quelqu'un donc avec un hyper handicap, parce que écrire pour un dyslexique, surtout à son niveau dyslexique dysorthographique, c'est pas évident, et elle passe le pas, elle franchit le pas parce qu'elle trouve l'outil adéquat par rapport à ça. Alors par contre, de manière générale, plutôt que les moyens et les résultats, c'est ce qui manque, c'est l'accompagnement à côté de la formation. Là aussi, les responsables de formation peuvent agir, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre en place des gens qui viennent l'aider. C'est-à-dire que parfois, on va rencontrer des problèmes en suivant une vidéo, en suivant une information, en ayant quelque chose. Et est-ce qu'il faut mettre une aide? Est-ce qu'il faut mettre des tuteurs en place? Bah, c'est toute une question, mais elle n'est pas idiote en se disant, est-ce que je n'ai pas intérêt à mettre moi en place, je ne sais pas, un prof d'anglais par exemple, qui viendrait renseigner en cas de besoin les personnes qui sont concernées par ce qu'elles ont vu ou ce qu'elles ont rencontré. Et ça, pour l'instant, c'est jamais fait puisqu'on laisse les gens faire eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire, ce que je disais également tout à l'heure. Mais en fait, je sais que c'est quelque chose qui serait souhaitable et souhaité en règle générale. Alors, dans le programme également, il y avait, je viens d'en parler un petit peu, il y avait comment faire sa veille par rapport à tout ça. Je lis en même temps ce qui était marqué. Alors, comment évaluer les connaissances des salariés si effectivement chacun picore à sa façon, c'est-à-dire que chacun développe la sérendipité? Quel est le rôle du formateur dans tout ça finalement?
Non. Qui peut être prévu. Alors, un atelier d'apprentissage de Pinterest était prévu par la FEN. Il y a intérêt. Ouais. Je confirme. Alors, comme le RF, c'est quoi le RF? Le responsable de formation. Ok. Un des gros problèmes du responsable de formation, c'est la traçabilité. Ouais. C'est-à-dire, si on met à disposition énormément de choses à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, comment est-ce qu'on assure que la personne a travaillé à son rythme, etc. Et pour les partenaires sociaux, c'est très important parce qu'on a des comptes à rendre chaque année. Justement, enfin, je vais intervenir sur ça parce qu'il y a une question qui était posée dans ce sens-là à un moment. Alors, je vais répondre partiellement, puis je reviendrai tout à l'heure dessus. Moi, ça me dérange beaucoup, cette notion d'évaluer les connaissances des salariés. Pourquoi? Parce que j'étais pendant très longtemps formateur. Et comme formateur, évidemment, on devait remplir, enfin, les gens remplissaient leur fiche d'évaluation en disant j'ai compris, j'ai pas compris. Et parfois, les formateurs eux-mêmes sont obligés de remplir une fiche en disant la personne, quel est son niveau, etc. Très généralement, alors là, je vais faire bondir les gens, c'est complètement bidon. C'est-à-dire qu'on met pour que ça arrange, quoi. Et moi, très rarement, j'ai mis des avis négatifs. Ça m'est arrivé une fois, c'était dans le cadre de la SNCF, parce que vraiment, en plus de ça, j'avais prévenu en amont, c'est-à-dire que c'est une formation relativement longue. J'avais prévenu très tôt, la SNCF n'avait pas bougé à l'époque, et à la fin, ils se sont aperçus, quand ils ont mis la personne sur le boulot qu'elle devait faire, qu'elle était incapable de le faire. Et ça faisait 3 mois que je l'avais dit, quoi. Voilà, donc cette évaluation des connaissances, elle est très complète. En plus de ça, généralement, on l'a donnée pour l'ensemble des personnes. Et maintenant, il y a beau y avoir comment sont évaluées les compétences. Je peux vous dire que je continue à faire de la formation pour des centres de formation qui sont rattachés avec les structures des RFP, etc. On répond des choses, mais qui n'ont ni queue ni tête quelque part. Donc, pourquoi vouloir focaliser sur le résultat de l'évaluation des connaissances des salariés? Parce qu'on est sur des gratte-ciel, on est sur de l'Internet, on n'arrive pas à suivre réellement par rapport à quelque chose qui est à côté. Je reprends le MOOC, parce que le MOOC, c'est l'exemple flagrant de ce qui se passe par rapport à ça. Le MOOC de l'AFPA, je peux répondre au questionnaire, il faut 75% des questions qui soient valides. Je peux répondre au questionnaire, mais comme j'ai mes cours à côté et que le temps n'est pas si compté que ça et que je suis assez rapide pour ça, je vais regarder les réponses dans les polycopiés qu'ils m'ont envoyés, dans les PDF. Et donc, je réponds avec les PDF. Donc, évidemment, je suis au-dessus de 75%, facilement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce que, alors, pour ma gloriole personnelle, oui, ça m'amuserait beaucoup d'avoir le CAP, le certificat du MOOC, du CAP, de cuisinier. Voilà, pour mon honneur, ça serait bien. Dans la réalité, je considère que je ne l'aurais pas parce qu'en fait, il y a des trucs qui me gonflent à apprendre, je ne l'apprendrai absolument pas. Je regarderai quand je vais répondre, c'est tout. Et je le sais d'avance. Donc voilà, on est à ce système-là. Donc c'est vrai, on a le problème du suivi de la formation. Et la même chose, vous avez un autre problème qui est que même si vous faites des examens, qui réellement répond derrière? Est-ce que c'est la personne qui est concernée ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, on a déplacé le problème en disant, c'est pas grave, on va faire passer des examens dans des centres certifiés. C'est ce qui existait avant pour les certifications. Moi, je fais une certification Adobe, j'ai été dans un centre particulier avec des ordinateurs, une série de questions, je réponds, et effectivement, j'ai ma carte d'identité, j'ai tout. Je suis certifié Adobe. Mais ça a un coût, ça, par exemple, parce qu'il y a une mise en place particulière, etc. Donc, effectivement, on a ce souci-là. Mais je reviendrai un petit peu plus tard. Quitte du rôle de formateur dans ces espaces, le formateur, à mon sens, n'a rien à faire dedans. Parce que le formateur n'est pas qualifié, entre guillemets, pour aider ces gens-là. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des tuteurs, mais qui n'ont rien à voir avec des formateurs. Le tuteur vient en aide, le formateur explique et donne des formations. Donc, donc à vous de trouver le moyen de transformer le formateur en tuteur, quelque part. Ça va être ça Et effectivement, la question était quitte du rôle du formateur dans ces espaces où le stagiaire devient tour à tour apprenant et détenteur du savoir. Et ça rejoint une autre problématique qui est celle qu'on parle beaucoup en pédagogie, de la pédagogie inversée, je reviendrai plus tard, où effectivement beaucoup de gens, mais même en formation continue,
Moi, je me rappelle dans les formations Photoshop, ça fait très longtemps que je faisais de la formation inversée, parce qu'en fait, je me basais sur, moi étant formateur, je me basais sur les connaissances des gens. Donc, je faisais bien, je récupérais ce qu'ils savaient, eux. Et j'enrichissais ou je synthétisais ce qu'ils savaient. Donc, voilà. Mais c'est des évolutions qu'on n'a pas pris au fur et à mesure, qu'on n'a pas pris conscience au fur et à mesure. Quand on me demande un perfectionnement, quand on me demandait plutôt un perfectionnement en Photoshop, j'étais bien obligé de faire fonctionner comme ça. Pour l'initial, c'était un peu plus facile. Alors, Marie-Paul, elle écrit focaliser sur le résultat, ok, mais comment l'entreprise s'assure de ce résultat? Je pense que effectivement, c'est l'un des gros problèmes. Comment s'assurer de ce résultat? J'ai fait en préambule, en parlant des autodidactes, en disant oui, mais c'est des gens qui sont intéressés par ce qu'ils font, ils ont envie d'y aller. Si on ne détecte pas cette envie, si on force quelqu'un, c'est comme dans la formation traditionnelle. Moi, j'ai eu des gens dans des groupes, je me rappelle une formation visio sur Reims qui était atroce à ce niveau-là. Il y a des gens qui sont arrivés au début, m'ont dit ah, mais on m'a obligé de faire la formation, moi je n'ai absolument pas envie de la faire, et en plus de ça, ça va me donner une surcharge de boulot. Et bien, la personne-là, je peux vous dire qu'elle n'ira jamais voir sur Internet pour apprendre par elle-même. Mais la formation qu'elle a suivie, de toute manière, à la fin des 2 jours de formation, 3 jours de formation visio à l'époque, elle ne savait toujours pas utiliser visio. Et elle faisait du mauvais esprit pour ne pas l'apprendre. Donc, on a exactement le même problème. Et on retombe sur le problème, comment s'assurer du résultat. En fait, c'est ce que vous faites déjà. Est-ce qu'on pourrait dire que si on travaille sur la motivation, l'envie, ça consiste à marketer en amont la formation pour lui donner de la valeur, pour stimuler, pour trouver quelque chose, un angle? Oui, c'est ce que j'ai raconté par rapport au MOOC en disant le MOOC c'est très marketing, c'est-à-dire que c'est vendu comme ça de toute façon. Et effectivement, il faut marketer la formation en disant formez-vous. Alors, à la différence de maintenant, c'est formez-vous, suivez le stage actuellement qu'on vous dit. Là, ça sera formez-vous, trouvez vos outils, vous venez voir avec nous pour trouver vos outils. Ça va être complètement différent à ce niveau-là parce qu'en fait, les temps de formation sont complètement différents, les moments de formation sont complètement différents. Ça n'a plus rien à voir. C'est très marrant parce qu'on fait de la formation là en ce moment. Il est midi. D'accord? Donc, on n'aurait pas une formation traditionnelle à midi. Et pourtant, vous êtes normalement une cinquantaine, il faudrait qu'on me confirme, vous êtes une cinquantaine a priori à nous écouter. Donc, on a bien ce phénomène-là de dire je décale la formation, je la fais autrement. Et alors Muriel synthétise bien, je trouve, c'est le formateur, c'est un modérateur, facilitateur. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le rôle du formateur, mais par contre, si c'est réellement un formateur, c'est-à-dire qu'il pourra répondre à des questions techniques sur le domaine, et si je reprends mon exemple de Photoshop, il faut qu'il connaisse Photoshop sur le bout des doigts, ce qui n'est pas le cas de 99% des formateurs à ma connaissance. C'est-à-dire qu'ils connaissent de manière superficielle les produits. C'est-à-dire qu'ils savent le b.a.-ba pour savoir comment on utilise le produit. Ils savent former à ce niveau-là. Mais si ça dépasse ce stade-là, ils sont complètement paumés. Ils ne savent pas. Et donc, ce rôle de formateur, j'avais écrit il y a quelques années un billet dans mon blog en disant de toute manière, la formation, c'est fini parce que vous allez avoir des CD de formation, des CD d'apprentissage. Et le rôle du formateur va être de dire bah voilà, vous prenez les CD d'apprentissage et moi, je vous prends une journée ou une demi-journée pour faire le point avec vous, pour voir où est-ce que ça n'a pas été. Mais si le mec n'est pas compétent, qui ne sait pas répondre à tout, parce que là, les questions vont fuser de tous les côtés. Hein. C'est l'histoire d'une prof dans l'enseignement traditionnel, qui est une prof de géologie à la fac, qui me disait, oui, mais tout au début, elle me disait, ouais, mais les étudiants, en fait, ils font exprès d'aller chercher sur Internet les questions qui nous posent problème. Oui, mais non, c'est pas. Les étudiants ne cherchent pas particulièrement. Ils veulent savoir, ils sont curieux, c'est tout. Les stagiaires, en formation, c'est la même chose, on a le même problème. Donc, il faut savoir leur répondre à ce niveau-là. Ok, je reprends un petit peu mon cours, puis j'attends les prochaines questions. Alors, comme on parlait de la veille, parce qu'on en parlait juste avant, en fait, c'est vrai il faut se créer sa propre cellule de veille à soi tout seul en se disant, voilà, je cherche moi aussi à quel endroit ça veut se trouver. Alors, la première chose, c'est apprendre à utiliser les flux RSS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les flux RSS, mais depuis beaucoup de sites, beaucoup de systèmes, on peut se récupérer ce qu'on appelle un fil d'information qui s'affiche dans un lecteur de flux RSS. Moi, j'utilise par exemple Feedly, qui me permet tous les jours d'aller voir ce qui a été publié dans les sites ou dans les systèmes que je surveille. Ça peut être par exemple du bookmarking social, je vais juste en parler après. Dès qu'il y a des liens qui ont été publiés quelque part, hop, je suis averti, moi, d'aller voir si ça m'intéresse ou pas.
Et donc, je vais vous donner ma technique parce qu'en fait, il y en existe plusieurs, hein, mais chacun peut l'adapter. Donc, moi, par rapport à votre problème spécifique de dire je suis responsable de formation, je dirige un centre de formation, comment je fonctionne par rapport à cette veille, je commence par m'inscrire à des systèmes de social bookmarking. Tout à l'heure, j'ai parlé du partage de mes signés. Voilà, c'est ça, c'est des systèmes qui permettent de récupérer le partage des signés des gens. Il y a plein de gens qui en publient régulièrement. Et donc, il y en a un qui est très bien pour ça, c'est Diigo, D-I-I-G-O. Je vous le mets même en chat, comme ça vous allez l'avoir. Hop, voilà. Et comme ça, donc ça, Diigo vous permet d'aller visiter plein de domaines et vous avez des gens, alors vous allez vous apercevoir des gens qui sont spécialisés, des experts dans le domaine, ou des groupes, parce qu'il y a des groupes qui sont faits. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Éducation 2.0, et il y en a un qui sont pour apprentissage des langues. On parlait des questions des langues, il y en a plein. Il y a plein d'outils qui sortent tous les jours, alors qui sont plus ou moins bien, mais il y a plein d'outils tous les jours qui sortent à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier point. Je commence par surveiller ça. Je me trouve également des blogs ou des sites qui sont concernés par le problème ou qui parlent de cette problématique. Quitte à élargir, ne pas rester simplement dans le champ de la formation professionnelle. Ça, c'est l'erreur qu'on commet souvent en se disant « je suis dans mon secteur, je ne fais appel qu'à des gens de mon secteur parce que c'est des spécialistes ». On retrouve cette notion de spécialiste. Il faut aller beaucoup plus large en se disant, par exemple, les instituts ou les profs sont confrontés au même problème que vous pour l'apprentissage d'autres choses. Mais bon, il y a peut-être des outils qu'ils utilisent eux qui font également partie de cette formation. Vous avez également un secteur qui sont les caractéristiques ou des tableaux qui donnent des ensembles d'outils dans le monde de la formation professionnelle. Il y en a un, je crois que ça s'appelle Formation 2.0, qui doit exister comme caractéristique, qui donne plein d'outils comme ça. Qu'est-ce qu'on peut utiliser en Formation 2.0 vous allez voir que vous allez trouver des outils gratuits qui sont dedans à nouveau. Et donc, à nous de les utiliser, de les employer du mieux qu'on peut. Et tout ça, c'est suivi dans un lecteur de flux RSS en général. Ça nous suffit parce que c'est lui qui va donner les informations. Je parlais des caractéristiques. Par exemple, moi, je suis abonné à un blog de caractéristiques que je connais bien parce que parfois, il donne des informations comme ça sur la formation, sur d'autres systèmes où on peut utiliser des caractéristiques. Donc voilà, c'est toujours trouver un ensemble comme ça qui… Alors, même chose qui vous plaît. Faites attention, je dirais aux sites qu'ils n'arrêtent pas de publier des informations du genre ce que je fais moi, si vous suivez mon Twitter, vous allez dire mais ils n'arrêtent pas de publier des trucs. C'est vrai que c'est un problème, mais bon, je suis sur plusieurs domaines, donc je suis obligé de publier beaucoup. Et donc, vous avez des groupes qui publient encore pire que moi, quoi. C'est toutes les secondes, pratiquement, il y a un message qui est dedans. Donc là, vous allez être submergé par l'information, donc c'est à vous de juger, de bien mettre le curseur comme il faut. Alors, intégrer le gratuit. Quelque part, je me disais que par rapport à ça, c'est la base même de la pédagogie inversée. Pédagogie inversée, je vais voir ce qui est gratuit sur Internet pour apprendre, et je reviens en cours, et je fais des exercices pratiques par rapport à ça pour voir si j'ai compris. Tout à l'heure, on posait la question comment on peut voir si on a compris la formation. Est-ce qu'il ne faut pas faire un examen maison pour voir si les gens ont simplement compris ce qu'ils devaient apprendre? C'est une possibilité. Il pourrait y avoir une évolution sous forme de cas pratique et non théorique avec mise en situation. Mais par contre, je n'ai pas le début. Dans mon navigateur, je m'excuse, la question pour les entreprises, il pourrait y avoir une évaluation sous forme de cas pratique et non théorique avec mise en situation. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avant ou pas dans le chat. C'est sans doute le fait d'être plus maker, c'est-à-dire leur faire faire, plutôt que de réfléchir sur de la connaissance qui est parfois éloignée de leur quotidien. Oui, mais ça, on le retrouve bien, par exemple, avec la génération Z. La génération Z ne s'intéresse qu'à ce qui peut l'aider concrètement. C'est-à-dire qu'il faut les mettre les mains dans la pratique, sinon la théorie, elle s'en fiche complètement. La théorie, elle vient en second plan, alors que généralement, nous, en France notamment, on apprend la théorie et après on vient à la pratique seulement, mais bien longtemps après parfois. Et donc ça c'est dommageable. Donc si c'est ça, oui, effectivement, il faut passer sous des cas pratiques, quoi. C'est ce qu'on verra de toute manière. Et c'est par exemple au MOOC de cuisine de l'AFPA, c'est ce qui leur est reproché par les gens qui ne veulent pas faire le CAP, qui veulent faire simplement du pratique quotidien.
de la cuisine familiale. Et ça leur est reproché en disant, mais c'est trop compliqué votre truc, en fait, on ne ferait pas ça comme ça chez nous. Donc c'est très marrant parce qu'il y a toute cette distance qui peut se créer. Donc c'est la base même de la pédagogie inversée, puisqu'en pédagogie inversée, on doit mettre en ligne, on doit trouver en ligne justement les enseignements théoriques ou les enseignements qui devraient être donnés, et après c'est à la personne à le reproduire pendant les cours. Alors en présentiel, c'est vrai que c'est dur à intégrer en présentiel le gratuit, c'est-à-dire qu'on peut mettre donner des liens ou des applications, à ce que je fais continuellement. Quand j'étais en cours, quand je trouvais des liens, je leur donnais le lien en disant, voilà, allez voir à tel endroit. Vous aurez des compléments d'information à tel lieu. Et après, le blending learning, lui, il est à cheval sur les deux, c'est-à-dire qu'il fait un peu comme la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on peut donner des éléments. On peut leur dire aux gens, allez voir sur cet endroit-là, et on peut justement, quand les gens reviennent, synthétiser et voir comment ça évolue. D'ailleurs, avec le blending learning, avec les graphes spéciales comme ça, par rapport aux structures que vous avez, ça peut être une excellente solution. C'est-à-dire que les gens se forment ou s'auto-forment comme ils veulent pendant un certain temps, et au bout de ce temps-là, vous donnez des points de rendez-vous en disant, voilà, on regarde où est-ce que vous en êtes tous. Et on confronte les idées des uns des autres. Tu parlais tout à l'heure de dire comment ça peut évoluer. Ça peut être une des solutions. C'est-à-dire qu'on fait un point de rencontre quelque part. Alors, c'est pas obligé que ce soit un point de rencontre physique. Ça peut être un point de rencontre comme on le fait là, où chacun vient s'exprimer en disant comment moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai découvert, est-ce que j'ai bien compris ou pas, en posant des questions, en faisant des petits exercices. Pour voir si effectivement ils ont bien avancé, ils ont bien pigé par rapport au système. Mais ça se démontre complètement tout le système de la formation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur un système de formation ancré tel qu'on l'a aujourd'hui, en disant je choisis une formation, je choisis les éléments, je mets la personne en formation, elle est évaluée par le centre de formation, moi je l'évalue au retour chez moi en disant est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que vous avez bien appris, et elle repart sur son boulot. Eh ben non, ça ne peut rien avoir, c'est je fais confiance aux gens parce qu'ils vont se former, c'est eux-mêmes qui vont trouver comment ils vont se former, je peux venir les aider en réunion préalable en disant voilà, on a des pistes, vous pouvez essayer ça, mais si vous trouvez autre chose, allez-y, testez, vous nous direz, au contraire, se donner un certain temps, donner des points d'intervention comme ça en disant voilà, on passe une heure en discutant, ça peut être une réunion formelle ou non, en discutant, en disant voilà, ça a avancé, ça n'a pas avancé. Quelque part, on parle beaucoup de marketing agile, mais on est en formation agile également. Donc, ça permettrait de recentrer ou de se dire attends, tu as bien vu tout ça, mais il te manque peut-être encore tel point à voir. Parce que l'autodidacte ne pense pas toujours à tout ce qu'il pourrait apprendre, qui serait intéressant pour lui aussi. Donc voilà, ça peut être cette solution-là également qui peut être envisagée. Donc voilà, on a par rapport aux différentes solutions. Quelle traçabilité, puisqu'on en vient sur la traçabilité de ce qu'on était. Donc c'est en un, développer la confiance. Et la confiance, alors, dans l'apprenant, c'est-à-dire que l'apprenant, il y en a certaines personnes à qui il faudra monter leur confiance, mais également le directeur ou le responsable de formation doit avoir confiance dans ses salariés, dans ce qu'ils vont apprendre et dans ce qu'ils vont faire. Pas se dire, on le retrouve, c'est un système typiquement français, c'est-à-dire que pourquoi le télétravail a du mal à marcher en France, c'est parce qu'on veut voir la personne qui écrit 3 bouts de papier dessus et qu'on ne lui fait pas confiance qu'elle le fasse chez elle. C'est cette même notion de confiance. Faites confiance un peu plus. De toute manière, avec la génération Z, à mon avis, vous allez avoir besoin de leur faire confiance parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Toujours se rappeler cette notion de plaisir dont je parlais tout à l'heure. S'il n'y a pas la notion de plaisir, les gens n'iront pas. C'est pas facile de tracer, et donc les examens avec les MOOC, on en a déjà parlé, en disant voilà, on le fait dans des centres de certification particuliers. Il y avait une question qui m'avait été posée en préalable, c'est existe-t-il des bons ou des mauvais MOOC et quels sont les principaux sites de MOOC auxquels on peut a priori faire confiance quant à la qualité des informations délivrées? Alors moi, cette question-là, à nouveau, m'a amusé parce qu'en fait, j'ai retrouvé un débat qui existait à l'époque des blogs. À l'époque des blogs, alors moi, je vais répondre à la question, je vais répondre tout de suite. Par provocation, complètement, je vais dire, tous les MOOC sont, on peut leur faire confiance quant à la qualité des informations délivrées. Et donc, à l'époque des blogs, ce qui se passait, c'est qu'on ne savait pas qui était l'autorité qui était derrière la création du blog. Donc, on ne savait pas si la personne était une référence ou non pas une référence, s'il était anonyme ou pas anonyme.
Et donc, on avait besoin, enfin, certaines personnes avaient besoin de savoir concrètement qui était derrière. Je sais qu'à l'université, quand je l'ai quitté peu de temps avant, ils mettaient en place un système de formation continue comme ça, et c'était très marrant, parce que moi, je leur disais, laissez les gens écrire les contenus, et laissez les étudiants écrire les contenus. Ils seront validés par un système, on s'en fiche, mais laissez-les. Et eux ont été de me dire, non, on ne peut pas, ça ne peut être que les enseignants qui produisent. Voilà, et on tombe dans le problème, c'est-à-dire que il n'y a pas bon ou mauvais, c'est pas ça le système, et c'est pas vous qui direz c'est bon ou c'est mauvais. Le meilleur des systèmes qui existent dans ces cas-là, c'est laisser voter les gens, c'est-à-dire mettre en vote ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et vous allez voir que ce qui est le meilleur va monter tout en haut. Il pourrait y avoir quelques dérives, mais bon, on peut le surveiller aussi. Mais le meilleur va monter tout en haut. Tout en haut, et donc on pourra choisir sur ça. Et existe-t-il des bons ou des mauvais blogs? Stéphane le sait, je suis contre les blogs en règle générale, donc je préfère le dire tout de suite. Donc pour moi, c'est vrai que les MOOC, on parlait des blogs, je parlais des MOOC, existent de bons ou des mauvais MOOC, je suis contre les MOOC, donc, et les MOOC me rappellent une phrase, enfin une situation que j'avais entendue à l'université qui était par rapport à Moodle. Moodle, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne, c'est un LMS, et un enseignant râlait parce que l'une de ses étudiantes avait fait un blog particulier et n'avait pas hébergé ses ressources dans Moodle. Et dans les MOOC, c'est un petit peu ça, l'un de mes problèmes, c'est que les MOOC, c'est un système qui permet toujours d'avoir la main mise sur quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'illusion, en créant un MOOC, qu'on va pouvoir surveiller les stagiaires, les gens qu'on doit former. Et en fait, c'est une erreur parce qu'en fait, on ne surveille rien du tout. Dans les MOOC, en plus, c'est pire que dans les plateformes d'apprentissage parce qu'il n'y a pas de moyen de surveillance, vous allez voir qui est venu réellement, etc. C'est beaucoup plus complexe. Donc, on se retrouve dans cette situation-là. C'est-à-dire que les MOOC, c'est aussi un moyen de dire, voilà, moi, je fais quelque chose, j'essaye de vous synthétiser tout au même endroit. Et je disais en préambule que la personne qui va faire la gratuité va aller piocher un petit peu partout. Donc, on trouve bien ce phénomène-là. Donc, ma question pour les MOOC, elle n'est pas complète, je sais, mais je ne la compléterai pas plus de toute manière. Et avec les MOOC, il faut se méfier, donc dans les critères quand même, pour aller voir un petit peu, du nombre d'inscrits. Combien commence, combien termine un MOOC? En général, c'est la chute libre entre les deux. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le public concerné qui y arrive jusqu'au bout, en règle générale. C'est un des problèmes qu'on a des MOOC. À quel public est destiné? Je parlais de mon MOOC de cuisine de l'AFPA. On s'aperçoit que c'est beaucoup de gens grand public. Alors, ça fait bien pour l'image de l'AFPA. C'est très marketing, ça marche bien. Mais ce n'est pas obligatoirement le public à qui c'était destiné. Qui l'a créé? Ça peut être un indice aussi de savoir si c'est purement commercial ou non. Et ce qu'on disait tout à l'heure, attention, les MOOC sont très, très marketing. C'est un outil marketing avant tout, à mon sens. Donc, tout est fait par rapport à ça. Donc, effectivement, on peut voir comment ça se passe. Je vois qu'il y a Muriel qui a mis 2 questions. Alors, sur le sujet de marketing, de la formation, marketing dans le sens mettre en marche et ou séduire. Il y aura, pour les dernières questions, puisqu'on arrive vers la fin de notre entretien, donc tous ceux qui ont eu une dernière question, n'hésitez pas à la poser. Et Eric, le talent, c'est d'arriver à terminer dans l'heure. Il n'y a pas de problème. Ça va marcher les 4 minutes, c'est bon. La génération Z et les autres qui se pour le rapproche du e-learning. Déjà, la génération Z va utiliser. Alors, génération Z de 95-2010 utilise naturellement les réseaux sociaux. Ils utilisent naturellement Google. Pour eux, c'est normal. Ce sont de purs autodidactes à la base. Ils ont les compétences, ils cherchent des compétences. Ils n'ont pas d'horaire de travail. On en vient à notre histoire de dire je viens piocher n'importe quand. Et quelque chose de très important, ils n'ont pas d'encadrement. C'est-à-dire que pour l'instant, ils peuvent encore fonctionner comme ils ont envie. Et ça marche très bien. Parce que justement, il n'y a personne autour d'eux pour leur dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. À la différence de ce qui se passe en cours d'ailleurs. Listing des logiciels pour apprendre l'anglais. Donc, première erreur, ce n'est pas des logiciels, c'est des applications. Mais, donc, on a parlé de Pinterest, de Scriptbay, d'Issue, de YouTube. Et donc, je vous disais, il y avait Duolingo ou Tandem que les filles utilisent très, très bien chez nous. Ça, on y a déjà répondu. Et la phrase finale que je voudrais dire, c'est on n'a rien pour rien. Très bien.
bien. Donc, ça permet de réfléchir. Voilà. Et ce qui est très intéressant merci, Eric, parce que ce qui est très intéressant, c'est à la fois le sens de la provocation que tu as. Ça permet de se reposer des bonnes questions. C'est quelque chose qui est en évolution, donc on aura l'occasion de retravailler sur ces sujets-là. On aura l'occasion de se poser avec la FEN sur des blabla FEN, des lieux de partage pour les membres de la FEN pour creuser davantage. De façon à pouvoir tirer le fil des questions qu'on a. Mais l'objectif des collégiales, c'est vraiment faire en sorte que chacun parte avec beaucoup de questions et quelques réponses quand même, hein, et surtout une cartographie pour qu'ils puissent apprendre à dessiner un peu leur chemin. Et c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui a posé une cohérence pour que chacun puisse s'étalonner. Voilà, et c'est cette logique de pair à pair. Donc, merci beaucoup, Eric. Nous aurons l'occasion le 25 mars d'avoir la collégiale suivante, puisque tous les mois, nous avons une collégiale ouverte. Ce sera sans doute Sébastien Monnier qui est président du SEO Camp sur le référencement, et ça nous permettra d'engager une réflexion importante sur tout ce qui est professional branding. Comment est-ce qu'on arrive à construire une image de marque professionnelle pour sa propre employabilité, alors en externe de l'entreprise, bien sûr, mais aussi en interne. C'est comment est-ce que je fais pour être capable de ne pas être que cantonné sur mon poste et de redonner de la valeur et de la visibilité à ce sujet-là. Et donc, c'est un travail très intéressant sur ce président de l'association des référenceurs. Donc, je vous inviterai vous serez tous sollicités par mail et à vous inscrire au plus tôt, de façon à ce qu'on puisse participer. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt. Je vais juste rajouter un petit truc avant la fin. Je viens de publier le lien de mon site share. Je me suis basé sur une présentation que j'ai faite ici en local pour moi pouvoir parler. Et vous pouvez, je crois, récupérer celle de Clara qui a fait une conférence pour la FN d'ailleurs sur comment elle apprend, elle, donc c'est une génération Z, comment elle a appris avec les outils de réseaux sociaux, par exemple l'anglais, enfin les langues, mais aussi d'autres choses, la guitare. On l'a sur la page Facebook de la FEN. Vous l'avez sur la page Facebook de la FEN, voilà. Donc, vous pouvez le récupérer en complément. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye.